Alors, on se reconnecte petit à petit. On se reconnecte petit à petit. Galit, je peux poser une question? Allez-y, allez-y, allez-y. Bonjour. Alors, attendez Oui, juste. je suis désolé, Je vous en oui, prie, c'est allez-y, moi qui ai allez-y. posé. C'est moi qui ai posé la question de, bon, le cas du retraité, c'est mon beau-père, parce que nous, on fait notre allié le 22 juillet, si tu veux. Ah, Et moi, d'accord. je garde, voilà, une activité en France. Mais en fait, j'ai pas écouté votre réponse, que ça a coupé. Je sais pas si c'est le Zoom qui s'est arrêté, qui a recommencé. Oui, oui, le Zoom Je suis a désolé. recommencé. Reposez votre question, comme ça, j'y Ah, réponds. donc là, oui, oui. Donc la question, c'est que, en fait, moi, je garde une activité professionnelle en France, donc je vais être amené à revenir, bon, de temps en temps, hein, c'est pas toutes les semaines, mais c'est une dizaine de fois par an. Voilà, donc j'ai payé des impôts en France et je voulais savoir quelle est la démarche qu'il faut entreprendre pour faire reconnaître notre résidence fiscale en Israël. Alors, alors d'abord, C'est du vous avez fisc, ouais. Sarah, très bien, vous avez Sarah Costa, qui est dans le groupe, qui est mon amie, qui est comptable, expert comptable en Israël et qui s'occupe des déclarations fiscales. D'accord. Elle est avec C'est dit nous. que j'ai fait pour toi. Je lui ai demandé de se joindre à nous pour des questions de fiscalité, pour être sûr que vous recevez la bonne réponse. Moi, j'ai la réponse, mais je me substitue pas aux experts comptables et aux avocats. Oui, Galit, juste un Alors instant, je vais bonjour. devoir y aller parce que malheureusement, je ne pourrais pas continuer le Zoom comme j'ai dit à Galit au début parce que j'ai les mets ton enfants à numéro de récupérer. téléphone sur le chat, Voilà, Jessica, voilà. avant de Effectivement, partir. je suis admin avec Galit dans le groupe. Si certaines ou certains va me contacter concernant une aide émotionnelle, c'est avec grand plaisir. On verra tout en privé, tout est bien évidemment tenu par le secret professionnel et on verra tous les points qui sont importants pour vous aider à monter. Je vous souhaite d'Atzlacha à tous dans cette belle aventure de monter en Israël. Et je vous laisse Amen, 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 amen. Et Kol Amecha Israël, amen. Amen. À très bientôt, tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, Sarah, est-ce que tu as entendu la question de monsieur, comment vous vous appelez, monsieur, je ne vous vois pas, de monsieur Ifa? Oui, Ben Simon, Ah, de monsieur Ben Claude, Simon. et aussi. Monsieur Ben Simon. Bonjour. Alors, pour être reconnu résident Bonjour. fiscal en Israël, en tant que personne physique, il faut résider au moins 183 jours par an sur le territoire israélien. Oui, et D'accord? même voir plus, avec la notion de Merkaz Reim, donc de centre de votre vie en Israël, Voilà, c'est même voir centre plus. de vie. D'accord? Bon, c'est le cas, hein, c'est le cas. D'accord. Donc ça se prouve facilement avec votre numéro de passeport. Les entrées et sorties auprès du ministère d'Apnim, ça se prouve facilement. D'accord? Bon, la question, c'est comment on fait pour déclarer les entrées, la résidence fiscale auprès des autorités françaises ou israéliennes? C'est ça. Non, non, française. Bon, française, vous faites votre déclaration fiscale française et vous marquez que vous êtes parti résider à l'étranger. Au mois de mai, il me semble, lorsque vous avez votre déclaration. Donc, vous n'avez rien à faire avant. Et j'ai une amie qui est avocate fiscaliste qui pourra vous le faire. Il n'y a aucun souci. Sarah, elle est expert comptable en Israël. Donc, elle s'occupe dans le sens inverse. Par exemple, les retraités qui ont besoin de déclarer leur retraite française en Israël. Ça, elle s'en occupe. C'est ça, Sarah? C'est ça exactement. Par exemple, les biens également, il y a des personnes qui ont des biens en Israël et qui les louent. Donc, comment est-ce que ça se passe d'un point de vue fiscal? Il y a ça également à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses à faire dans les déclarations fiscales, en fait. Il y a également des personnes qui veulent se mettre à leur compte, avoir une activité à leur compte, qui peuvent être ce qu'on appelle OSEC Patour ou Mourché, donc travailleurs indépendants. Ou bien il y a des personnes qui veulent être à ce qui correspond à peu près à la SARL, ce qu'on appelle Khevra Ba'am. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de Lorsqu'on a, notions concernant Sarah, l'expert comptable. Il y a beaucoup de choses. je pose des questions pour des gens qui sont dans le groupe parce que c'est des questions Merci, frère. qui ont déjà été posées dans d'autres Zooms. Par exemple, j'ai une activité en France, mais j'aimerais également avoir une existence en Israël parce que j'ai pas encore d'activité en Israël. Est-ce que tu me conseilles, par exemple, c'est une question rhétorique un petit peu, hein, est-ce que tu me conseilles, par exemple, d'ouvrir une société en Israël ou un ESSEC Patour, ESSEC Mourché, c'est-à-dire comme auto-entrepreneur soumis à TVA ou non soumis à la TVA, pour permettre de facturer la société en France et avoir une existence légale et pouvoir me permettre d'avoir la possibilité de demander des crédits, des prêts à la banque, tu vois. Oui. Alors, ça se fait énormément de facturer entre Intéressant. sociétés et de faire revenir l'argent en Israël comme ça. C'est quelque chose qui se fait énormément. D'accord? Alors, l'avantage qu'il y a lorsqu'on est en Israël et qu'on facture une société à l'étranger, en France par exemple, c'est qu'on ne paye pas la TVA. D'accord? Donc, c'est vraiment un avantage.
ramener des capitaux, faire ramener de l'argent de France, c'est vraiment un avantage qu'il y a. D'accord? Pour La TVA l'instant, est tout de même à 18%. Sarah, pour l'instant, la loi n'est pas passée qui dit que vous êtes exonéré les 10 premières années Non, je parle de la TVA. Je parle de la Oui, TVA. là, tu parles de la TVA, mais il y a également Ouais. une loi qui est censée rentrer en vigueur à partir du mois de janvier 2026, Oui. qui dit que vous êtes exempté de toute déclaration sur les revenus étrangers que vous avez en Israël, les 10 premières années, lorsque vous faites votre alia. D'accord? Ça concerne la masse Akhnasa. Ça concerne le masse Akhnasa. Les impôts. L'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu. Cette mesure, pour l'instant, Sarah, elle n'a pas été mise encore en œuvre. Alors, regarde. Ça, toi, tu parles du masse Akhnasa. Moi, je parle du MAM. Ça veut dire la TVA. Ça veut dire que la TVA, si demain une société israélienne facture la France, il n'y a pas de TVA là-dessus. D'accord? Oui, parce que tu factures une société étrangère. Il n'y a pas de problème. Donc, vous avez tout intérêt à faire ça. Pour avoir une existence vraiment un avantage, en fait. En Israël. D'accord? Donc, Monsieur Ben Simon, si vous avez une société en France, vous avez intérêt à ouvrir peut-être une société en Israël qui vous permet d'avoir des facturations, une existence en Israël et de vous permettre de demander des prêts, de demander, vous voyez, d'avoir une activité sur votre compte en Israël, d'avoir une existence. Ça peut être D'accord. un objectif. Et alors, du coup, au niveau, oui, ça, je ne l'avais pas en tête. Bon, ça, c'est une bonne chose. Ouais. Si Sarah peut-être peut mettre ses coordonnées Bien sûr. pour la contacter peut-être en privé, parce que si je comprends bien, en fait, je rapatrie mes revenus j'ai une page Facebook en Israël. également. Enfin, vous allez voir. Il va falloir que je paye de l'impôt donc en Israël sur ces revenus ou pas du tout? Pendant les 10 ans, non. Alors, il y a deux types d'impôts, d'accord? Il y a plusieurs types d'impôts, trois types d'impôts. Il y a l'impôt sur le revenu, d'accord, ce dont vous parlez. Il y a la TVA, donc si vous facturez la France, il n'y aura pas de TVA, d'accord? L'impôt sur le revenu, si vous êtes physiquement en France, si vous êtes physiquement en Israël, pardon, et que vous facturez la France, la loi des 10 ans, ça passe pas, d'accord? Vous allez être imposé là-dessus. Donc, en tant que société, vous allez vous faire une fiche de paye, d'accord? Là-dessus, vous allez être imposé normal. L'avantage que vous avez, c'est qu'en tant que Olé Khadash, nouvel immigrant, vous allez avoir ce qu'on appelle des nekudot zikouï. Vous allez avoir vous savez, des abattements fiscaux. D'accord? Vous allez avoir un abattement fiscal pendant les 18 premiers mois. D'accord? Et vous allez avoir une fiche de paye. Donc après, c'est en fonction, l'imposition sera en fonction du montant que vous aurez de la fiche de paye. D'accord? Et après, évidemment, s'il y a des bénéfices, l'impôt sur les bénéfices en Israël est de 23%. D'accord? D'accord. Merci. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Sarah? Oui, rebonjour, pardon, j'ai une question à poser. Bonjour, ça veut dire que si par exemple on a des revenus en France et ces revenus, on souhaite les rapatrier en Israël, ça veut dire que on a déjà payé des taxes et un impôt dessus. Quand on le rapatrie en Israël sur un compte israélien, ces revenus, on doit les redéclarer à la fiscalité israélienne? Alors, plusieurs choses. Si vous voulez ouvrir un compte bancaire pour ramener des capitaux, ils vont demander la provenance des fonds, il va falloir une signature d'un avocat, d'un expert comptable, etc. On ne peut pas ramener des fonds aussi facilement que ça. D'accord? On montre un compte bancaire français sur lequel on a des revenus plus ou moins réguliers et qui sont des revenus d'une activité professionnelle. Oui, mais alors, on a eu le cas, Galit, on en avait parlé la dernière fois. Moi, je sais que j'avais eu le cas avec la banque Discount, si je me rappelle bien, également la Mizrahi, qui me demandait de signer un document comme quoi l'argent a bien été déclaré en France et que l'impôt a bien été payé, etc. C'est-à-dire on ne peut pas facilement transférer des capitaux comme ça rapidement et facilement. Il faut justifier l'origine des fonds à la banque et signer des documents pour éviter les mesures de blanchiment. D'accord? Exactement. D'accord. Mais c'est possible, bien évidemment. Bien évidemment, c'est possible. D'accord, merci. Merci. Donc, on ne paye pas de taxes là-dessus si tout est clair et on en jouit naturellement comme on peut en jouir en France, mais on en jouit en Israël. Si vous pouvez prouver la provenance des fonds et que tout est correct, ça a été déclaré, etc., il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Yohanan Lévy, je n'ai pas compris votre question. Vous avez un appartement en location en France? Voilà, je vais vous expliquer. Non, c'est un appartement en Israël. Pour compléter ma retraite,
j'envisage d'avoir un appartement en Israël et donc des revenus de la location de cet appartement. Revenu foncier, Et oui. est-ce que donc les revenus de la location de l'appartement, ça fait partie des choses qui sont pas imposables pendant les 10 ans ou ça n'a rien à voir, c'est À toi, imposable? Sarah, c'est ta partie. Alors, plusieurs choses. L'imposition du bien, ça dépend du lieu où il se trouve le bien. C'est-à-dire que si le bien est en France, l'imposition sera en France. Le bien est en Israël, l'imposition sera en Israël. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, concernant s'il s'agit d'un seul bien uniquement, d'accord, il y a des paliers d'imposition. D'accord, ça veut dire que si le bien qui est en Israël, le loyer est de plus de 5 600 shekels, peut-être qu'il sera imposé. En tout cas, s'il a moins de 5 654 précisément shekels par mois de revenus, eh bien, il n'y aura pas d'imposition là-dessus. D'accord? Maintenant, je parle d'un bien locatif, pas d'un appartement, pas d'un magasin, pas d'un bureau. Pour un magasin et un bureau, c'est totalement différent d'imposition. D'accord? Nous Ok. avons Monsieur Hadjedj, avocat en Israël, qui est mon ami, qui vient de nous rejoindre. Si vous avez des questions juridiques un peu plus poussées, Benjamin Hadjedj est sur le Zoom, c'est mon ami. Il s'occupe de la partie immobilière. On a des partenariats avec des câbles Anim dans des appartements neufs à construire. Il a déjà négocié bien à l'avance les conditions. Si vous souhaitez investir en Israël sur le long terme ou vous souhaitez acquérir tout de suite un appartement en Israël, c'est la personne qu'il vous faut. Moi, je travaille en binôme avec lui. Voilà. À toi, présente-toi, Benjamin. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme vous avez expliqué Galit, nous, on s'occupe beaucoup d'Olim Khadashim qui achètent en Israël, parfois avant même de faire l'ALIA. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent. Et si vous voulez, nous, en tant qu'avocats et agents immobiliers, on a pas mal de partenariats avec différents promoteurs immobiliers. Donc, on a plein de projets dans tout Israël, Netanya, Jérusalem, Tel Aviv. Ranana, Herzliya. Bref, on a des projets un peu dans tout Israël. Donc, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, nous, on est en mesure de pouvoir vous apporter différentes réponses. Vous faites un accompagnement Voilà, complet. On a l'agent on a un immobilier, accompagnement on a complet parce qu'à la l'avocat, fois, exactement. Donc, à la fois sur le point juridique, mais à la fois sur le côté commercial, on pourrait vous apporter des administratif également, réponses. bien évidemment. Et vous apportez le courtier en crédit immobilier qui vous aidera à construire votre prêt. Je veux Exactement. dire, c'est un Le but, c'est accompagnement complet. Exactement. Le but, c'est vraiment de vous accompagner de A à Z pour que vous soyez pris en main dans toutes les étapes, depuis la négociation du contrat, le choix de l'appartement, le choix du projet, et après, plus précisément au niveau juridique également pour les suites des procédures. Donc voilà, si vous avez n'importe quelle question, contactez Galit ou alors contactez-nous directement sur le chat. Et puis, Alors, question avec plaisir. facile. Quel est l'apport minimum pour un premier achat, Benjamin? Alors, sincèrement, ça va dépendre complètement du moment où vous allez acheter l'appartement. Si vous êtes déjà résident israélien, alors c'est 25% minimum d'apport. Si vous n'êtes pas résident israélien et que vous êtes encore résident étranger au moment où vous achetez, alors vous allez devoir mettre plus d'apport. Maintenant, il faut comprendre que dans tous les cas, vous avez le droit à 50%, ça c'est par la banque. Et dans beaucoup de cas, on arrive à aller plus que 50% d'apport, même pour les étrangers, avec en fait des financements extra-bancaires, avec des sociétés d'assurance. Voilà, avec des financements extra-bancaires, on peut compléter jusqu'à 80% de financement, donc même pour les résidents étrangers. Et quand vous êtes israélien, alors là, de toute façon, il n'y a pas de question, vous pouvez acheter avec 25% d'apport uniquement. Après, au-delà de ça, il faut comprendre aussi que si vous achetez sur plan et que vous achetez par exemple un Juste projet une qui sera seconde, juste livré une dans seconde. quelques années. Avant d'arriver à l'acquisition sur plan, c'est parce que j'ai beaucoup de personnes qui posent la question. Moi, je connais la réponse, mais je voudrais que ce soit toi qui réponde. C'est quoi la carte qu'il faut sortir en premier? C'est la carte Ole Hadash ou la carte je suis israélien pour avoir le plus Alors, d'avantages au niveau alors de toujours l'exemption israélien. de la taxe d'acquisition? Alors, toujours israélien, dans le sens où quand vous achetez en tant qu'israélien votre résidence principale, d'accord, du coup, vous avez la possibilité, malgré que vous ayez déjà un premier appartement, au moment où vous faites l'ALIA, dans les 7 ans suivant l'ALIA, vous avez la possibilité de demander à acheter en tant que Khadash. Donc, ça vous donne le droit, en fait, si vous voulez, à une exonération supplémentaire en plus de la résidence principale. Alors que si vous achetez directement en tant que Khadash, ça va vous poser problème parce qu'en tant que Khadash, après, vous n'allez pas pouvoir utiliser
l'exonération en tant que résidence principale parce que ce sera déjà plus votre résidence Donc, principale. tu parles pour un deuxième Donc, il y a appartement. vraiment On joue la carte pour un israélien. deuxième appartement. Voilà. Donc, vous faites la LIA. D'abord, Vous êtes toujours la carte israélien. israélien Voilà. Vous êtes ou exonéré futur jusqu'à combien? israélien. Jusqu'à combien? Israélien ou futur. C'est-à-dire, en fait, si vous faites la LIA dans les 3 ans, vous avez le droit de demander à acheter en tant que futur israélien. Donc, à D'accord, mais partir de la ce taxe moment-là, d'acquisition. après, la taxe d'acquisition, si vous la payez plein pot, c'est 8%. Si vous la payez avec une exonération, on est jusqu'à 2 millions 100 aujourd'hui, jusqu'à 2 Ah, millions c'est 50. plus Vous un êtes million exonéré neuf? complètement. Non, ça a augmenté, ça augmente chaque année un petit peu de Ça veut dire que 50 vous 000, c'est achetez bien, ça un augmente. bien à 3 millions, vous êtes exonéré de la taxe d'acquisition sur 2 millions 100. Donc, Exact, vous sur 2 payez la millions à peu différence. près. Sur 2 millions. Vous payez la différence. Et après c'est dégressif. Après, de 2 millions jusqu'à 2 millions 500, par exemple, ça va être 3,5. Après, on augmente à 5 et après à 8. Donc, la carte Olé Voilà. Khadash, c'est pour l'acquisition d'un deuxième appartement. Et la taxe d'acquisition, elle se chiffre à combien, les pourcentages? Alors, on a dit jusqu'à 1 million. En tant que, si c'est une résidence principale ou alors si vous achetez en tant que Olé Khadash, alors c'est 0 ou 0,5%. Ça dépend si vous achetez en tant qu'Olé Khadash ou en tant que futur israélien. Jusqu'à 2 millions. Et après 2 millions, ça devient progressif. On arrive à 3,5 de 2 millions jusqu'à 2,5 millions, je crois. Après, de 2,5 millions jusqu'à 2,9 millions, c'est 5%. Et après 2,9 millions, on arrive à 8%. Ok. Est-ce que tu peux parler des projets immobiliers qu'on a en ce moment pour acheter en cours d'achèvement? Alors là, actuellement, par exemple, sur Jérusalem, on a un projet qui s'appelle Melach Haaretz, qui est, à mon sens, un des meilleurs projets aujourd'hui sur le marché. On a à côté de Tel Aviv, on a des projets sur Ramat Aviv, super intéressants également avec Canada-Israël. On a des projets sur Netanya avec, bon, alors sur Netanya, on en a plein. Il y a SIA, il y a pas mal de projets. Voilà, ça, après, vraiment, c'est compliqué de vous présenter chaque projet. Chaque projet, c'est vraiment une histoire, c'est un storytelling à part entière. Donc, il faut Et expliquer. pourquoi c'est intéressant de passer par toi? Qu'est-ce qui fait que les conditions sont meilleures en passant par l'équipe Benjamin Galit?